Ça m'a même envoyé au commissariat. Ah bon? Oui. Dis-nous tout. La photographie m'a envoyé au commissariat. Démarcher des clients qui m'ont regardé droit dans les yeux, qui m'ont dit « Vous pensez vraiment que vous avez ce qu'il faut pour vous occuper de ma marque ?» Comment on répond à ça? Oh, mais ça m'a cassé. J'ai précipité certaines choses et tout s'est effondré. C'est-à-dire que j'ai gâté l'affaire, comme on dit. Ça fait 12 ans que je fais de la photo. Comment est-ce qu'on se forme à la... Internet. Tu me laisses même pas finir ma question. Internet. Le 7 octobre 2016, mon pied a touché le sol ivoirien. J'ai dit, ce pays va me sentir. Et Clément, L'énergie du désespoir. à la frontière de l'avidité, le contentement commence. Avant ça, Astaghfirullah. Salam, bienvenue dans Wake Up Champ, le podcast inspirant qui t'éloignera du chômage. Dans ce nouvel épisode, je m'apprête à avoir une belle discussion avec un monsieur qui pour moi a une des plus belles carrières. Quand on parle de photographe dans la sous-région, on aura le temps de décortiquer son parcours et de voir tout ce qu'il a pu faire à l'international pour de nombreuses grandes marques. Sans plus discourir, bonjour Orance. bonjour Foforo. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. J'étais très content quand tu m'as dit que tu voulais qu'on s'asseye et qu'on discute ensemble. Donc oui. Allons-y. On va commencer par le commencement. Je vais te laisser te présenter avec tes propres mots. Alors, je m'appelle Orance Wonkono, je suis béninois et je suis photographe basé entre Abidjan et Dubaï. Quand je parlais d'international tout à l'heure, tu vois, ici, on part en roue libre, on discute, on parle dans tous les sens. Mais j'ai une question première que j'aime poser à tous ceux qui viennent s'asseoir ici. Au commencement, Oui. est-ce que tu voulais faire la photographie ou bien comment tu es arrivé à la photographie? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'aussi loin que je me souvienne, j'avais un oncle qui faisait de la photo, mais vraiment un amateur. Ouais. Il avait un tout petit appareil à l'époque. C'était vraiment l'époque des Olympus, là. Il était toujours avec sa petite caméra. Et moi, j'étais toujours dans ses pattes parce que je voulais qu'il m'apprenne. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après les études, j'ai décidé de me consacrer vraiment à ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vraiment faire un métier que j'aime et ce que je voulais faire depuis le début. Donc, c'est une chance et j'en suis vraiment, vraiment reconnaissant. J'aime beaucoup quand tu utilises le mot chance parce que Oui. on est dans un environnement où c'est pas évident. Le métier de photographe, surtout, Oui. est-ce que normalement on peut vivre de la photographie dans l'environnement qui est le nôtre? Je trouve que les choses se sont beaucoup améliorées ces dernières années. Ne nous mentons pas. Mais moi, je recule, je wind back. Il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans, c'était très mal vu d'être photographe. Ouais. Photographe, pour les gens, c'était ceux qui n'avaient pas réussi à l'école ou ceux qui n'étaient pas assez intelligents pour tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'on fait un métier comme photographe ou comme vidéaste ou coiffeur, couturier, etc. Ce n'étaient pas des métiers qui étaient valorisés, qui étaient respectés. Et ça aussi fait partie de mes challenges du début. En fait, c'est quand je disais que j'étais photographe, les gens avaient un air. Comment ça? What? Tu ne vis que de ça? Comment ça, photographe? Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte que les choses sont en train de changer quand même. Le respect, la considération commence à venir pour ce métier. Ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais au point où on en est, on a quand même fait du chemin au Bénin. Tu disais tout à l'heure que on a tendance à croire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi, pour qui l'école n'a pas marché, qui fait photographe. L'école a marché ou l'école n'a pas marché? L'école a marché pour moi, mais sans vouloir me jeter des fleurs. J'avais de très bonnes notes à l'école. J'aime quand les gens parlent comme ça. En fait, est-ce que c'est se jeter des fleurs ou c'est dire ce qui est? C'est factuel, non? En tout cas, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. J'avais de très bonnes notes à l'école. Et justement, tu as fait quoi comme parcours Alors, académique? j'ai fait une formation d'ingénieur télécommunication. Ah. C'est ce que j'ai fait de base. Rien à voir avec le métier artistique. Et pourquoi tu as choisi ça? Alors, quand j'ai eu le bac, j'avoue que j'étais un peu perdu à l'époque et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait toujours cette passion pour la photo qui était là, mais j'étais encore à un stade où j'avais encore des doutes. Je n'étais pas sûr que ça pouvait être un métier
que je pouvais vraiment l'exercer comme un métier et que ça allait me nourrir. J'étais très jeune, j'ai eu le bac, j'avais 16 ans. Oui. Donc, à l'époque, j'avais plein de doutes, j'étais rempli de doutes. Oui. Et en fait, j'avais un cousin qui travaillait à MTN à l'époque. Quand MTN était MTN. Ah, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais je veux dire, dans le sens où vraiment, c'était un summum de réussite. C'était là où tout le monde voulait. Voilà, tout le monde voulait aller là-bas. Et mon cousin travaillait à MTN à l'époque. Et du coup, j'ai eu une conversation avec lui, avec mes parents. Et ils m'ont dit, écoute, ce que tu peux faire, vu que tu ne sais pas trop, et quand on prend tes bulletins et tout ça, que tu te débrouilles pas mal en mathématiques et en physique, tu pourrais aller vers l'ingénierie de télécommunications. Donc, j'ai dit, bon, ok. De toute façon, je n'avais pas d'autres choix ou d'autres options en tête. Donc, j'ai commencé ça. Et du coup, c'est cette formation que j'ai faite. Et à partir de la fin de la première année, j'ai eu un peu plus de confiance en moi pour pouvoir me dire, bon, écoute, la photo, ça te plaît, c'est quelque chose que tu aimes. Est-ce que tu ne consacrerais pas un peu plus de temps à ça? Donc, je faisais de la photo en parallèle des études. Et une fois que j'ai fini les études, j'ai décidé, j'avais le choix. Tu as voulu sécuriser, quoi. Exactement. Pas forcément pour moi-même, mais aussi pour les parents. Parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont payé l'école. Et quand tu choisis la photographie, à ce moment-là, les doutes étaient déjà levés? Je pense que les doutes ne partent jamais complètement. Il y a toujours cette petite voix intérieure qui va toujours essayer de te faire flancher, va toujours essayer de te faire croire que tu n'es pas encore digne de ce que tu prétends. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Il est là et je pense que c'est quelque chose qui ne va jamais partir. Faut juste apprendre à vivre avec. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, les doutes n'étaient pas complètement levés, mais j'avais assez de foi pour sauter le pas. On va dire ça comme ça. C'est comme on dit, j'ai sauté dans le vide sans parachute. Avant de revenir sur comment tu t'es formé et tout, je veux savoir quelle a été la démarche déjà pour trouver un premier client. Parce que c'est ça qui rassure. Si tu ne trouves pas un client, si tu n'arrives pas à commencer à vivre de ce que tu fais tout là. Donc, comment tu commences à vivre de ça? Alors, la photo, quand j'ai commencé, franchement, je le faisais pour le plaisir. L'argent, c'est venu après. Mais je le faisais vraiment parce que j'avais envie de le faire. C'était quelque chose qui m'apportait de la joie. C'était quelque chose qui m'apportait du bonheur. Donc, je me sentais vraiment bien avec une caméra dans la main. Et je me souviens de mon tout premier client ou de ma toute première cliente d'ailleurs, qui est une amie, qui m'a contacté comme ça. C'était les tout débuts d'Instagram. Je pense qu'on était 2012, 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et qui m'a contacté, qui m'a dit... Ah, j'aime bien ce que tu fais. Bon, aujourd'hui, quand je regarde ce que je faisais à l'époque, c'est une catastrophe. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Si tu regardes ce que tu faisais en ce temps et que tu es toujours fier. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, qui m'a dit, j'aime bien ce que tu fais. Moi, j'ai envie de faire des photos. Combien est-ce que tu charges? Et là, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, quelqu'un est prêt à payer pour ce que je fais. J'ai dû lui dire une somme ridicule à l'époque. Mais je me souviens très bien de la satisfaction personnelle que j'ai eue quand elle m'a remis l'argent. Je me suis dit, j'ai fait ce travail et on m'a payé pour ça. Pour moi, il y avait une grande symbolique. C'était pas grand-chose, et c'est quelque chose qui m'a touché et je me suis dit, c'est donc possible en fait. Je peux me faire payer pour ça. Et ça m'a donné de la confiance. Ça m'a donné de la confiance en moi-même, en mon travail et en mon potentiel. Je me suis dit, de là, je dis, bon, c'est bon, on est lancé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais la formation. Comment est-ce qu'on se forme à la photographie? Internet. Tu me laisses même pas finir ma question. Internet. Ça m'a même envoyé au commissariat, ça. Ah bon? Oui. Dis-nous tout. Comment est-ce que tu te retrouves au commissariat? La photographie m'a envoyé au commissariat. C'était l'époque où Internet coûtait cher pour ma poche. Je n'avais pas l'argent. Et il y avait une école, l'école de l'OPT à Kwakwa. Oui, j'en ai entendu parler brièvement. Je crois que c'est ESTB, si ma mémoire je crois qu'un truc comme ça existe, mais Ils avaient une connexion du tonnerre à l'époque. Et du coup, moi, j'étais pas étudiant là-bas, mais en fait, je prenais mon ordinateur, ma moto,
j'allais me mettre là-bas. Puis je restais là toute la journée à télécharger des cours, à suivre des tutos sur YouTube. J'étais là, assis. J'étais en train de télécharger mes cours, déjà illégalement, via Torrent. Il y avait le surveillant général de l'école qui passait par là, qui m'a vu. Bon, il a vu que j'avais pas le t-shirt, j'avais pas le Lacoste de l'école, donc il a compris que j'étais pas de l'école. Donc il s'est approché de moi, il a dit « Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous êtes de l'école ?» J'ai dit « Non ». Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Non, je suis en train de télécharger des cours et tout. » Il me dit « Mais non, vous n'avez pas le droit d'utiliser la connexion Internet de l'école. » Et en fait, c'est là où ça m'a apporté des problèmes. Mon effronterie m'a envoyé dire « Mais où est-ce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la connexion ?» Non, j'étais très effronté à l'époque. Et en fait, il a dit « Ah bon ? Ok, d'accord. » Et en fait, il y avait un commissariat qui est juste à côté de l'école. Donc, en fait, il a pris mon ordinateur. Il a dit « On va régler ça au commissariat. » Donc, on est allé au commissariat. Après, bon, j'ai dû passer des coups de fil quand même à la famille pour régler le problème. Mais oui, ça m'avait envoyé au commissariat à l'époque. L'histoire serait arrêtée là, net. Vraiment, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais quand je suis sorti de là, je me suis dit, faut juste que je trouve une autre solution pour Internet. Parce qu'il faut que je télécharge les cours, il faut que je les suive si je veux m'améliorer. Il y a cette soif d'apprendre, cette soif d'évoluer. Et en fait, donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé une autre solution après pour Internet. J'ai téléchargé mes cours. Je me suis entraîné. Et les parents, après avoir réglé le problème, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit, toi, prends-toi au sérieux. On peut pas être en train de régler des problèmes comme ça. Surtout une affaire, parce que, bon, déjà, dans notre culture béninoise, les affaires de commissariat, on n'aime pas. On n'aime pas. C'est la phobie des Béninois. c'est... Quand on commence à parler ou la situation commence à s'envenimer et affaire de commissariat sort, tout le monde se calme. Non, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça au Bénin. Donc, Internet. Oui. Mais concrètement, comment tu as fait? Appareil photo, là, j'ai comme l'impression que tu avais une belle cuillère dorée dans la bouche. Non, pas forcément. J'avais vraiment le rudiment. Quand j'ai débuté, j'avais un boîtier, un Nikon D3000. C'était un cadeau de mes parents, qui avait coûté, si ma mémoire est bonne, 250 000 à l'époque. Donc, ils croyaient en toi? Quand même. Même s'ils avaient peur. Et je pense que cette peur partait d'une bonne intention. Forcément. Ils avaient juste, en fait, la peur de est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça peut le nourrir? En fait, c'était juste ça. Donc, j'avais ça, le Nikon D3000, et j'avais un réflecteur. J'ai commencé sans lumière, donc lumière du jour qu'elle est. Lumière du jour. I mastered natural light for like 2 years avant de vraiment commencer avec les flashs, etc. Donc, les 2 premières années, je n'avais que ça. Puis, je me baladais avec. Quand je suivais un cours, je le mettais en pratique. J'utilisais mes amis, mes connaissances comme cobaye. Je testais la lumière à différentes heures de la journée pour voir ce que ça donnait. Et avec le temps, j'ai commencé, en fait, à faire les choses à ma sauce. Parce qu'avec le temps, l'expérience vient, la confiance vient. La curiosité aussi te pousse à tester certaines choses pour voir, OK, c'est vrai que cette personne dont le cours avait dit ci. Mais si je testais comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Ça commence par créer maintenant ta propre... Exactement. Donc, je commence à créer en fait ma propre technique sur la base de ce que j'ai appris. Je mets ensemble et je crée ma formule qui fonctionne pour moi. Parce qu'il faut aussi savoir que la photographie, etc., c'est aussi une question de goût personnel. Ce qui est beau pour moi peut ne pas l'être pour toi ou peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Un point de vue. Exactement. Quelqu'un a dit que le propre d'un point de vue, c'est que quand tu changes de position, le point de vue change. Exactement. Et la beauté est dans l'œil de la personne qui regarde. C'est ça. Donc, en termes de formation, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est sans doute pas facile, normalement, pour dire qu'on se forme sur Internet. C'est pas comme si c'était du... Personne n'a dit que c'était facile. Et à quel point ce n'était pas facile? C'est un mélange de beaucoup de choses. Déjà, le doute personnel. C'est vraiment la chose la plus difficile à combattre. Parce que les autres qui doutent de toi, c'est normal, ils ne te connaissent pas.
Ouais. Ils ne savent pas de quoi tu es capable. Mais quand toi-même, tu doutes de toi, Ouais. c'est dur. C'est dur parce que, en fait, si tu n'as pas assez confiance en toi pour te dire que je suis capable de le faire, tu ne pourras pas le faire. Et tu ne pourras jamais forcer le respect des gens et la considération des gens si toi-même tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Ouais. Et le doute a été mon challenge le plus difficile à relever. À croire en moi. Ça a été vraiment... Et ce n'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un, je crois dur comme fer que tout ce qui va se faire de bien ou tout ce qui va être grand, c'est difficile. Ouais. La difficulté fait partie du process. Faut pas vous laisser embobiner par les trucs d'internet. It's easy. C'est faux. Ce n'est pas non, mais c'est la vérité. It's not easy. C'est pas facile. Entre le doute personnel, le doute de ton entourage, des personnes à qui tu te réfères. Moi, je me souviens, j'ai été dans des rendez-vous, je venais simplement proposer mes services, démarcher des clients qui m'ont regardé droit dans les yeux, qui m'ont dit « Vous pensez vraiment que vous avez ce qu'il faut pour vous occuper de ma marque ?» Comment on répond à ça? Oh, mais ça m'a cassé. J'ai pleuré après. Ça m'a cassé. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit « Waouh !» Ouais, c'est difficile à faire. Comment on remonte la pente? Dans ces cas, c'est très important d'avoir de vrais amis. Ouais. Ils ne sont jamais nombreux. C'est une personne, maximum deux. Et quand j'appelle ces personnes et que je leur dis, voici ce qui s'est passé, ils ont toujours les mots pour me rassurer, pour me faire remonter la pente. C'est très important. Ne négligez jamais l'importance d'un ami, d'un vrai. La force de l'entourage. Oui. Quelqu'un qui peut vous dire la vérité quand vous déconnez. Ah, preach, amen, amen. Sans prendre aucune représailles parce que vous ne pouvez rien lui faire. Ouais. Vous avez besoin de quelqu'un, d'une personne au moins, qui vous dit la vérité. C'est très important. Oui. C'est quand vous déconnez, c'est important. Ouais. Quelqu'un qui vous dit, là, tu as déconné. C'est pas bon ce que tu as fait. Moi, s'il y a une chose à laquelle je tiens le plus, c'est qu'on me dise les choses telles qu'elles sont. Tu vois, caresser dans le sens du poil. Il n'y a rien de pire. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'humain, l'ego rentre en jeu et tu commences à prendre la grosse tête. Tu penses que tu es arrivé, que voilà, plus personne ne peut te parler, ne peut plus rien te dire. C'est le début de la chute. Ça vient d'une intention, on va dire, d'une culture où on prône tellement la bienveillance, on ne veut pas faire mal, on ne veut pas frustrer l'autre, on ne veut pas faire ceci. Mais de temps en temps, c'est important. Et ça crée limite des personnes, excuse-moi le terme, sournoises en fait. Oui. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Mais ils vont t'applaudir quand même. Te dire que c'est magnifique. C'est magnifique. Ce que tu viens de faire. Alors que ça ne te fait aucun bien. Sur le long terme, tu es perdant. Sur le long terme, tu es perdant. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est très important. Et j'ai vraiment la chance d'avoir ce genre de personnes dans mon entourage. Ce sont des gens qui me disent la vérité quand ça ne va pas. C'est dur à entendre, c'est amer, mais c'est important. Oui. Ouais. Le point de la formation difficile, sur, on va dire, les doutes et consorts. Oui. Mais qu'est-ce qui te donne l'énergie de surmonter ça, en fait? Alors, la réponse que je vais donner va paraître banale, ou cliché. Mais c'est la foi. Oui. La foi en quoi? La foi... Alors, la foi en soi. Oui. Et la foi en Dieu, si vous voulez, ou l'être suprême, si vous voulez. C'est la foi qui m'a fait tenir, dans le sens où tu as l'impression que tout ce que tu as construit est en train de tomber et que tu ne peux rien faire contre ça. Il y a des périodes comme ça. Et dans ces moments-là, ce qui m'a fait tenir bon, c'est la foi. Ça paraît vraiment banal et bête, ce que je dis, mais c'est réel, je vous assure. En tout cas, dans mon cas, c'est la foi qui m'a fait tenir bon, qui m'a fait ne pas lâcher
au moment où rien n'allait, ne pas jeter l'éponge. Et j'ai une amie qui m'a dit une chose une fois que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, quand les choses vont mal, laisse les choses aller mal. Mais ne va pas mal avec les choses. C'est beau ça. C'est fort. C'est beau hein? ça. C'est fort. Elle m'a dit ça dans une période où j'étais vraiment dans le trouble. J'étais dans le flou, je ne voyais rien. Et j'ai reçu ça comme un message. J'ai dit, ok, ça c'était mon message en fait. Donc quand je suis dans des périodes comme ça, je me dis, ok, souviens-toi, ne va pas mal avec les choses. Ouais, laisse-les partir. Parce toi, tu que peux reconstruire. Exactement, parce que tout passe. Tout finit par C'est ça. passer. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Tout passe. Ouais. Absolument tout passe. Ouais. Il y avait des périodes où je me disais, mon Dieu, mais je ne vais jamais m'en sortir. Pourtant, quelques années après, je regarde derrière, je dis, tiens, oui, c'est vrai. En fait, on traverse des choses et après, ça devient des anecdotes. Ouais, et c'est ça l'intérêt en fait. Oui. Et si, comme j'aime à dire, ou c'est même pas moi qui le dis, la sagesse chinoise du yin et le yang. Oui. Si les deux ne sont pas ensemble, il n'y a pas le contraste. Il faut le yang aussi. Tu vois, oui. Donc, oui, ah ouais. Oui. Quand t'as pas goûté le sel, comment peux-tu apprécier le miel? Youssoufa. Youssoufa. Tu ne peux pas. Ouais. Tu ne peux pas. Ça fait partie de la vie. Donc, tu surmontes ces difficultés-là. Aujourd'hui, des gens te regardent ou les gens voient ce que tu fais. Les gens ont tendance à croire que tu as dormi le lendemain matin. Le succès s'est construit, tu vois, la nuit. Donc, les gens peuvent avoir cette impression-là. Mais définitivement, il faut comprendre le chemin qu'il y a eu derrière. Oui. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en parle. Oui. Que rien ne se construit du jour au lendemain. C'est faux. Ouais. Je vous jure. C'est faux. Tout prend du temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir au début. Que les bonnes choses prennent du temps. Oui. Et tu l'as appris comment? À la dure. C'est une belle façon d'apprendre aussi. À la dure. J'ai précipité certaines choses et tout s'est effondré. Parce que ce n'était pas le bon moment. Je n'étais pas mentalement prêt à passer ce cap. Je n'avais pas encore les soft skills nécessaires pour passer ce cap. Oui. Et du coup, j'ai précipité les choses. Et les choses se sont écrasées. C'est-à-dire que j'ai gâté l'affaire, comme on dit. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que je fais de la photo. Quand même, il y a... Le temps passe. Le temps passe, oui. Ça fait 12 ans que je fais de la photo. Là où j'étais il y a 10 ans, c'est pas là où je suis aujourd'hui. Là où j'étais il y a 3 ans, c'est pas là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment step by step. C'est vraiment étape par étape. Tu as un client qui te réfère à un autre, qui te réfère à un autre, qui te réfère à un autre, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se construit. Les gens ne croient pas souvent à l'effet du compound. On croit que c'est linéaire, que c'est juste un client qui va te donner un client, qui va te donner un client. Mais au fond, un client ne te donne pas toujours un seul client. Exactement. Tu vas peut-être en parler à trois qui vont peut-être, même s'ils ne sont pas clients directs, vont parler à d'autres qui vont devenir clients et que peut-être que ces personnes vont devenir clients, mais dans le futur. C'est ça, oui. Dans le futur. Tu sais pas qui regarde. Oui. Il y a des gens qui m'observaient depuis 5 ans. Oui. Qui sont devenus mes clients 6-7 ans plus tard. Qui m'ont dit, je suivais ton évolution, je regardais, j'attendais le bon moment pour te contacter, pour tel projet. Voilà. C'est vraiment une question de temps. La patience, c'est pas ma première qualité, je vous avoue. Mais j'ai dû apprendre à être patient. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut être assez patient pour poser les bons jalons pour pouvoir réaliser ses rêves. L'image qui me vient, j'ai entendu ça quelque part il y a quelques jours, c'est quand on veut construire une maison, la chose la plus importante de la maison, c'est la fondation, mais c'est la chose qui n'est pas visible. Oui. On ne la voit pas. Oui. C'est la plus importante. C'est elle qui prend beaucoup de temps. Et quand on finit la fondation, tu vois que l'élévation des murs, ça va très vite. Mais tu vois. C'est la fondation. La fondation. Parce que si la fondation n'est pas solide, la construction ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Et le but, c'est de construire quelque chose qui va durer dans le temps
pour que même dans 20 ans, même dans 30 ans, ou même quand on ne sera plus là, que l'impact, parce que ça c'est un mot, ça fait partie de mon leitmotiv, l'impact. Tu veux laisser une trace. Oui. Et ce n'est pas une question de le monde entier va me connaître. Non, l'impact que tu as même sur ta communauté, sur ton entourage est très important. Il y a un mot enfant, une expression enfant que j'aime beaucoup qui dit « Nimabu ». Le nom ne va pas se perdre. Ah, ok, je vois. Oui. J'aime beaucoup cette expression. Oui. Ça prend du temps, ça prend toute une vie pour construire quelque chose. Ouais, c'est beau ça, parce que moi, tu sais, il y a une chose que j'analyse ou j'appréhende, c'est ce que je vais laisser à mes enfants. Quand je dis j'appréhende, parce que j'ai la sensation que dans notre société, plus on vient de familles modestes, plus on a de quoi, on va dire, se battre et réussir. Oui. C'est bizarre, mais c'est souvent ça. Quelqu'un a dit que les hommes forts... J'ai pensé à cette citation. Tu vois, créent des temps faciles. Oui. Et les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps... difficile. Bref, c'était un truc comme ça. Je vois très bien. Tu vois, voilà. Donc, quand tu viens d'une famille plutôt aisée, souvent on a moins de challenges. Bon, je ne juge personne, chacun a son histoire et voilà. On a moins de challenges qui font que moins de raisons de se battre, qui font que moins de résilience. Et si moi, je suis très ambitieux, je pense et j'ai envie d'avoir une vie plutôt réussie, que ce soit matériellement, que ce soit au niveau de l'impact, je me demande ce qu'il adviendra, on va dire, de mes enfants. Est-ce que je ne créerai pas des temps faciles pour eux qui feront d'eux des hommes faibles, tu vois? On entend même des histoires d'hommes riches qui ne laissent rien à leurs enfants. Et des fois, ça me traverse l'esprit, je me dis, moi, je ne sais pas ce qu'il adviendra, ce que je vais faire. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que mon nom devrait être... même si je ne leur laisse pas de l'argent ou bien du matériel, que le nom reste. Le nom reste. Si on dit, tu es l'enfant de Roland, on m'a dit, ok. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je pense que si j'en ai un jour, la chose la plus importante à transmettre aux enfants, parce que moi, c'est ce que mes parents m'ont transmis, ce sont les valeurs. Les valeurs. C'est très important. Ouais. Les valeurs du travail, de la vie en général, les vertus, la patience, la tolérance, la concentration, résilience. La résilience, voilà. Et ne jamais négliger le pouvoir de la vision. Il faut avoir une vision pour sa vie. Oui. Tu dois pouvoir te dire... J'aimerais atteindre tel objectif d'ici 5 ans. Quitte à ce que ça n'arrive pas à cause de certains aléas de la vie. Le propre de la vision, c'est une vision. Mais il faut savoir où tu vas. Ouais. C'est important. C'est ça. Oui. Et de leur faire comprendre que, voilà, regarde, moi j'étais ici et par la force des choses, je suis arrivé là. Donc, si tu as vu, moi je l'ai fait, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Oui. Qu'on devienne, et c'est vraiment ce que je souhaite, qu'on devienne une motivation pour d'autres personnes, qu'ils se disent, telle personne a fait, moi aussi je peux le faire. Justement, c'est pour ça que je te reçois. Je vais me battre. Les gens ont besoin de savoir que si tu l'as fait, c'est possible. C'est possible. Il faut le vouloir et être prêt à faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut, parce qu'on n'a rien sans rien. Mais ça, c'est quand tu es conscient. On devrait tous être conscients. C'est pas le cas de tout le monde. Oui, mais je pense que c'est dommage, en fait. Le pire mal que tu puisses te faire à toi-même, c'est de ne pas te soulever, de ne pas te porter vers où tu voudrais aller. Oui. Parce que personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi, mais ça demande beaucoup de courage. Ouais. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure. Oui. Et avec le temps, j'ai appris que tout le monde n'a pas la force intérieure. Ça demande beaucoup, en fait, de se décider à se sortir de là où on est, de regarder au loin et de se dire, je veux arriver là-bas. Moi, j'ai le sentiment que ça vient, en fait, du fait qu'on ne...
qu'on ne conscientise pas un certain nombre de choses. On vit dans une société où on réprime l'ego systématiquement. On réprime l'ambition. Tu vois, on prône tellement le contentement. À quel moment quelqu'un qui est dans une situation, la pire, on va dire, ouais, là, dans une situation de chômage. Oui. À quel moment, elle se rappelle de cette phrase, elle se dit, ouais, je peux risquer d'aller chercher autre chose. Si tu ne risques pas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Hein. Pour moi, la notion de contentement intervient à partir d'une certaine étape, à partir d'un certain niveau dans la vie, où quand tu regardes, tu dis, bon, franchement. Oui. Faut pas être avide non plus. Voilà. Oui. En fait, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est le contentement intervient à la frontière de l'avidité. Ah, ça, belle nuance. Oui. Avant ça, non. Tu dois être assoiffé. Oui. La phrase, elle est trop belle. Le contentement commence à la frontière de l'avidité. Parce que si tu vas trop loin aussi, ce n'est pas bien. Ouais. Proche du soleil, tu vas te brûler les ailes. Tu vas te brûler les ailes. Oui. Donc, à la frontière de l'avidité, le contentement commence. Ça, c'est après. Pas au début. Ça intervient après. Ah, merci, ça. Mais si je regarde cette vidéo-là, j'ai fait une filière, j'ai fait un métier, parce qu'une des causes du chômage, c'est je fais quelque chose qui n'est plus demandé. C'est plus demandé j'ai suivi la formation et tout ça. Ce n'est plus demandé. Oui. Et là, je suis là, je regarde, je vois les gens défiler, les photographes, les designers, les community managers, ce genre de choses. Oui. Photographe, ça m'intéresse. Je me dis, ah bon, ok, le monsieur, il m'a l'air bien posé. Il parle de sa vie. Oui, ok. Oui. J'ai peut-être envie de faire ça. Est-ce que tout le monde peut le faire ou bien il y a des qualités ou il y a des trucs là sur lesquels il faut... Alors, moi, je suis un fervent croyant du fait que avec des efforts, tout le monde peut tout faire. Si quelqu'un a envie d'être photographe, déjà, il faut que ce soit quelque chose qui te plaise. Parce c'est très épuisant. Mentalement, c'est épuisant. Parce que tu vas faire des journées de shooting au soleil où il faut avoir aussi des... Ou dans le désert. Ou dans le désert. Ou ailleurs. Oui. Mais il faut avoir des capacités de management. Parce que c'est le photographe qui reçoit les lauriers, mais aussi le blâme quand les choses ne vont pas bien. Oui. Donc, il faut pouvoir manager les gens. Il faut pouvoir gérer une équipe, gérer les égos, dans le sens où, déjà, dans l'industrie créative, l'ego est vraiment là. Il est présent. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Il faut avoir la capacité de pouvoir fédérer les talents pour réaliser, en fait, le projet que tu as envie de faire. Il faut être patient, il faut prendre le temps de se faire former, être curieux. C'est un métier qui évolue tous les jours. Ouais. Il y a de la nouveauté tout le temps, donc il faut se mettre à jour aussi, être à l'affût des dernières tendances, etc. Et c'est un travail sur la durée. Mais si on arrive à faire tout ça, c'est quoi la récompense? Oh, la récompense, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on aime, être payé pour ça, pouvoir en vivre décemment. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir, en fait, impacter des gens. Moi, ça me fait tellement plaisir quand je fais un travail et que quand le client regarde et dit « Waouh, ce sont mes pièces, ça. Ouais. Ah, j'aurais jamais pensé que mes pièces pouvaient être aussi belles. » Pour moi, cette satisfaction est plus importante que l'argent, personnellement. Mais l'argent est important aussi. L'argent est très important, don't get me wrong. Mais ça me fait chaud au cœur. Ouais. Parce que je suis artiste, donc ça fait quand même plaisir quand ton art est reconnu et apprécié. Tu parlais des personnes qui te font les feedbacks. Parle-nous des personnes, les marques pour qui tu as travaillé. Oui. On va citer. Ok, on commence. Allez, je vais juste en citer quelques-uns. Uniwax, en Côte d'Ivoire. Je travaille avec Blisco, je travaille avec Widin. Je travaille avec les Galeries Lafayette à Dubaï. Ouais. Beaucoup de marques dans l'industrie de la mode.
dans l'industrie de la cosmétique également. Il faut dire que tu es spécialisé. Mode commercial. Ok. Donc, tout type de photos visant à mettre en avant des produits et ou des services. Oui. C'est vraiment ça ma spécialité. Donc, je travaille un peu partout en Afrique de l'Ouest et aux Émirats, dans le Golfe Persique. Comment on se retrouve à travailler pour ces personnes-là en partant de Cotonou avec tous ces doutes et tout? Comment on se retrouve à faire ça? Il y a une expression en fond qui dit « Ekblemankou ». Ekblemankou. Si c'est gâté, je vais mourir. L'énergie du désespoir. Exactement, ça, c'est le Ekblemankou là. C'est ça. De toute façon, si ça ne marche pas, tu meurs. Ouais. Donc, au point où on en est, allons-y. C'est important, oui, c'est important. On dit que les gens se battent mieux quand ils sont dos au mur. Toi, tu n'aurais pas lu beaucoup de Robert Greene par ici? Oh, énorme. Énormément. Parce que tu parles, j'ai la sensation de... J'ai des préceptes de... tous les livres de Robert. Power, stratégie. J'ai lu les lois de la nature humaine. L'art de la séduction. Ouais. Mais il a fait un truc là, je dois l'avoir quelque part. 365 là. Cette version-là, où chaque jour tu lis, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau, tu dis ouais. Il a fait un condensé de tout. Et si tu as lu tous les livres, ça te permet en fait d'avoir une sorte de, je sais pas comment rappel, de révision en fait quotidienne. Donc moi je l'ai au chevet. Oui. Et puis tu vois, chaque jour quand tu te lèves, tu lis celui du jour. Très bien. Non, je pense que on est alignés. Non, c'est très important. On est alignés. Oui, la culture c'est très important. On est alignés. Donc en fait c'était ça. Et je me rappelle très bien de la date où je suis sorti de l'avion et que mon pied a touché le sol ivoirien. C'était le 7 octobre 2016. Et quand j'ai posé mon pied sur le sol, j'ai dit, ce pays va me sentir. Je vous jure. J'ai appliqué ce qu'on appelle la stratégie du serpent. C'est-à-dire? Ah, mais toi, tu as des choses à nous dire! La stratégie du serpent, c'est vise la tête, le reste du corps va suivre. Ok. Donc, dans l'industrie, j'ai fait ma liste, j'ai visé les personnes qui font bouger l'industrie, que ce soit les magazines, que ce soit les marques, que ce soit les mannequins, que ce soit les influenceurs, etc. Donc, j'ai fait ma liste. Et ce sont ces personnes que j'ai attaquées en premier. Parce que les autres regardent ces personnes, les prennent en exemple. Donc, si j'obtiens ces personnes, le reste va suivre, en fait. C'est comme quand, dans les films, le gars, il arrive en prison et le gars dit, c'est qui le boss? C'est le boss ici. Exactement. Une fois que tu as la tête, oui, le reste du corps va suivre. Ouais. Les autres vont suivre naturellement. Parce que les plus gros efforts, il faut les orienter vers ceux qui sont en haut. Une fois que tu les as, c'est fini. Le reste va suivre naturellement. Cette façon de voir les choses, elle peut sembler, on va dire, un peu contre-intuitive pour des gens quand on parle de patience, d'aller step by step et qu'on sort. Mais ce que je perçois dedans, c'est que c'est parce que tu es à un certain niveau que tu peux utiliser cette stratégie. C'est-à-dire, tu as déjà un acquis que tu cherches à consolider, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Tu n'es pas parti du bas et tu t'es dit, OK, mon premier client que je cherche, c'est... Ah non, clairement. Tu vois? Clairement, non. Je faisais de la photo depuis 5 ans déjà. Ouais. Quand j'ai commencé à partir à Tu avais déjà un portfolio, tu avais quelque chose. Donc, j'avais déjà construit une certaine base. Ouais. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, OK, avec ce que j'ai, il faut que je vise tel type de personnes. Et ça m'a pris du temps pour les avoir. Je sais pas que je les ai eus, je suis arrivé, je les ai eus et puis après c'est fini. Non, ça m'a pris peut-être 3 ou 4. Si tu pars sur une stratégie comme ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. Mais ce qui te permet de tenir, ça va sans doute être, je le dis vulgairement, à ce moment-là, tu n'as pas faim. Oui. Tu n'es pas en train de chercher de quoi tenir. Oui. Tu vois? Oui. Moi, j'ai dit une phrase la dernière fois qui m'a valu, on va dire, quelques commentaires. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Ce que j'ai dit, c'est quand tu es au chômage, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit d'être passionné.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu vois? Et je ne dis pas qu'intrinsèquement, il faut faire quelque chose qui ne te passionne pas. Je ne dis pas ça. Non. Si tu trouves quelque chose qui te passionne, vas-y, fais-le. Mais assure-toi d'avoir sécurisé voilà le minimum. Et donc, quand tu es à ce moment-là où tu n'as pas encore trouvé le minimum, de quoi sécuriser le minimum, tu vas là où tu peux avoir de quoi tenir le minimum, je suis d'accord. Régler ton day-to-day et dire maintenant, si ça devient ta passion, parfait. Mais si tu vois que tu ne peux pas tenir avec ça dans la durée, tu vas chercher plus gros. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où il y a une expression fond. J'adore le fond. J'adore aussi. Dis-toi que depuis que les podcasts ont commencé là, moi je parle fond. Ah, c'est important. Il faut parler notre langue. Je vais faire langue. du fond le Wolof. Vraiment, exactement. On doit parler notre langue. Il y a une expression fond qui dit Amamowodea. Oui, c'est important. Par exemple, quand je suis venu à Abidjan et que moi j'avais ma cible ultime en haut là, je travaillais avec des gens qui étaient peut-être moins grands qu'eux, mais je travaillais avec eux tout en gardant en tête que mon objectif final, c'est là-bas. Oui. Donc, en fait, il faut pouvoir jongler. Avec le temps, bon, la renommée commence à s'installer, on commence à te connaître, ton nom commence à être mentionné dans certains cercles. Et progressivement, ça s'est fait. Oui. Et j'ai pu obtenir, en fait, les clients que je voulais depuis le début. J'ai pu les avoir. Et aujourd'hui, bon, on continue de travailler ensemble. Eux aussi m'ont recommandé à d'autres personnes. C'est ça. Avec qui j'ai travaillé. Des gens qui ne sont pas à Abidjan, mais qui venaient à Abidjan, par exemple, pour un projet. Ou à l'international. Donc voilà. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tu as déjà une liste. Oui, bien sûr, parce qu'on ne finit jamais. On ne finit jamais. On ne finit jamais. Ouais. Là, j'ai une autre liste de personnes que j'ai envie de toucher parce que voilà. Dans la vie, tu as une vision. Tu te dis oui, dans 10 ans, dans 20 ans, je veux aller à ce niveau. Et ensuite, tu définis une stratégie pour atteindre ou te rapprocher de cette vision-là. Tout à fait. Donc, dans la stratégie, tu vas trouver les éléments comme qu'est-ce qu'il me faut comme qualité, qu'est-ce qu'il me faut comme compétence, quels sont mes défauts, c'est que ça. je dois corriger. Oui. Parce que le talent seul ne suffit pas. Hein. Ouais. Si tu as beau être le meilleur photographe du pays, si tu as un caractère de merde, excusez-moi le terme, personne ne voudra bosser avec toi. Ouais. Aussi simple que ça. Parce que tu deals avec des humains. Les humains ont des émotions. Et les humains ont des émotions. Tu as beau être ultra compétent dans ton travail, si tu n'as pas les soft skills, si tu n'arrives pas à travailler en groupe, si tu n'arrives pas à collaborer avec des gens, ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça peut pas marcher. Parce qu'au-delà du talent, au-delà de la qualité de ton travail, l'expérience que tu offres à tes clients est très importante. Tu dois pouvoir donner une expérience inoubliable à tes clients pour que même demain, quelqu'un peut être plus compétent que toi. Le client va dire, c'est vrai qu'il est moins compétent. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai aimé bosser. Il respecte les délais. Il vient à l'heure. Il est courtois. Il ne ronchonne pas. Moi, ce sont des qualités qui sont très importantes que j'ai dû travailler avec le temps. Mais c'est ça qui fait la différence entre un photographe et un autre. Pas qu'un photographe, finalement. Pas qu'un, une personne et une autre. Est-ce qu'il y a une nuance entre ces soft skills dont tu parles là et la perte de caractère? Oui, il y a une nuance. Je veux qu'on souligne ça, c'est-à-dire... Il y a une nuance. Toi, tu poses les vraies questions, j'aime ça. Il y a une nuance. Il faut être courtois, il faut être bien à tous égards, mais ferme dans ses décisions. On peut être rigoureux sans être méchant. La rigueur est importante. L'heure, c'est l'heure. Toutes les personnes qui travaillent avec moi me connaissent pour ça. S'il y a une chose dont j'ai horreur... Justement, j'ai vu à l'heure laquelle tu es venu ici. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est le retard. Pour moi, comme on le dit, la ponctualité, c'est la politesse des rois. La première marque de respect que tu peux témoigner à quelqu'un, c'est de venir à l'heure convenue. Sans ça,
on ne discute pas. Est-ce qu'on peut considérer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que des fois, tu peux ne pas venir à l'heure? Oui, il peut y avoir des soucis. Hein, je ne dis pas, voilà. Non, clairement, il peut y avoir des soucis. Mais des soucis valables. Ouais. Pas, je me suis réveillé tard. C'est pour ça que je suis en retard. Je n'arrive pas à comprendre personnellement. Joe, les téléphones ont un réveil. Oui. S'il le faut, tu en mets plusieurs. Quel point tu fais aujourd'hui quand tu regardes légèrement en arrière, 2010, 2009, à aujourd'hui, plus de 13 ans maintenant de carrière. Ouais. C'est quoi ton bilan personnel? C'est beaucoup de reconnaissance. Ouais. Très reconnaissant pour tout. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Reconnaissant pour là où je suis aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas encore arrivé à destination, mais je ne suis plus où j'étais. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est important. C'est cette gratitude envers Dieu, envers l'univers, envers toutes les personnes qui m'ont quelque part aidé, soutenu. Personne ne se fait seul. C'est un gros mensonge. Self-made man, c'est du bullshit, c'est du bullshit. Il faut que les gens arrêtent. Parce que le soutien n'est pas forcément financier. Quelqu'un qui t'a simplement donné un conseil. C'est ça, émotionnel, tout ce que tu veux. Oui. Quelqu'un qui t'a présenté quelqu'un qui t'a offert une opportunité, c'est quelqu'un qui t'a soutenu aussi. Tu ne peux pas. C'est impossible. Personne ne se fait seul. Tu ne peux pas. Montrez-moi une personne sur la terre qui s'est faite seule. Tous ceux qui se qualifient de self-made men, personne ne peut te répondre ça, ils ne peuvent pas. Pour moi, c'est pas possible. Donc, même au commencement. Tu n'es pas tombé de l'arbre. Tu vois? Tu es tombé du ciel. C'est ça, non? C'est quelqu'un qui t'a mis. Mais si tu es tombé du ciel, tu es tombé du ciel. Voilà. Non, c'est le ciel qui t'a fait. En plus, donc, première chose, c'est ça, c'est la gratitude. Oui. Pour ce chemin-là que j'ai eu déjà à parcourir. Et looking forward to what is coming next. Yeah. Puis j'ai fait des erreurs aussi, j'en ai tiré des leçons. Je pense qu'on en a quand même assez bien parlé pendant cette entrevue. J'en ai tiré des leçons et puis voilà, j'avance avec ces leçons aujourd'hui. Et puis les erreurs, j'en ferai encore. J'apprendrai et puis voilà, ça va continuer. Il faut juste avoir la capacité à vite se rendre compte de son erreur. Exactement, comme j'aime à dire, distinguer l'endurance de l'entêtement. Oui, oui. Distinguer l'endurance de l'entêtement. Ça, c'est beau, ça. Ouais. et les parents, ils t'ont fait confiance. Ils t'ont acheté ton premier matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt... Je pense qu'ils sont fiers. Ouais. Je pense. C'est comme on dit, les parents africains ne sont pas très expressifs sur leurs émotions. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Exactement. Donc, quand ton père te regarde un peu, ça veut dire que je suis fier. Il y a un gars qui avait dit une belle phrase, c'est Morel Onkwevi, il dit, si tu veux savoir ce que tes parents pensent de toi, là, regarde combien d'oncles, de tantes t'appellent ou te disent, OK, ton petit cousin, il faut lui parler. Oui. C'est vrai. Parce qu'ils se parlent entre eux. Ils ne te parlent pas, mais ils se parlent entre eux. Oui. Et ça fait que, OK, l'oncle va dire, les parents sont tellement fiers. Quand ils sont fiers, ils en parlent. Et donc, tu deviens un conseiller. Un conseiller, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu sais que... Ça veut dire qu'ils sont fiers. Tu es sur la bonne voie. Et tu es sur la bonne voie. Oui. Et cette phrase-là, tu es sur la bonne voie. Oui. Mon père me l'a répété plusieurs fois. Les fois où j'ai eu de gros doutes, où je suis allé le voir et je me plaignais. Je dis, je sais pas si je suis en train de faire la bonne chose. Je suis pas bien, ça va pas. Il me dit, mais Orance, si tu n'étais pas sur la bonne voie, je te l'aurais dit. Il y a rien de plus rassurant. Il y a rien de plus rassurant. Ouais. Ok. La lutte continue. Et c'est quoi les perspectives, projets futurs, les actualités? Est-ce que tu as 2-3 choses? Tu parlais des formations que tu donnes et tout. Ça peut intéresser des gens. Oui. C'est la pub. Alors oui, donc je fais des formations. Je peux prendre une seule personne et la former, ou je fais des workshops sur une journée ou 2 journées où je prends entre 5 et 10 personnes,
où je fais des mises à niveau, ce genre de choses. Oui. Mais ça se programme. N'hésitez pas à me contacter. On va tes réseaux sociaux tout de moins, on va les mettre en lien dans mon site web et mon email. Oui. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message et puis à partir de là, on organise ça. Voilà. Mais en perspective, écoute, on prétend à certaines choses pour 2024. Donc, on croise les doigts pour qu'elles soient effectives. On croise les doigts aussi avec toi oui, pour que qu'elles soient effectives. Plaise le ciel. Ça va se faire. J'oublie vraiment la phrase, mais on dit qu'il y a quelque chose dans l'endurance, dans la force, dans le travail, la résilience qui finit par forcer le destin. Quand nous menons des actions, la providence se met en marche. L'analogie, le parallèle dans notre langue, c'est quand on dit, si tu veux qu'on t'aide à mettre les choses sur la tête, envoie aux genoux. Les gens vont voir que... Parce qu'on a aussi... En fait, la sagesse, elle est universelle. Et quand tu prends le parallèle de ce que les Européens, les Américains ou les Chinois ont dit... Il y a le parallèle. Il y a notre façon de le dire. Ce sont des humains qui sont passés sur la Terre, qui ont eu les mêmes expériences qu'on est en train d'avoir aujourd'hui et qui en ont tiré des choses pour la postérité, pour nous. Donc, c'est comme ça. La sagesse, elle est universelle. Dans 200 ans, quand vous regarderez cette vidéo-là, j'espère que vous vous souviendrez que c'est Orange Nkponou qui a dit pour la première fois que le contentement commence à la limite de l'avidité. Donc, si un Chinois transcrit ça après, ne dites pas que... Ça vient du 229. Ça vient du 229. Attention. Alors, le takeaway, est-ce que tu penses qu'il y a une phrase la plus importante façon de parler? Si vous avez la foi en vos rêves, n'abandonnez pas. Si. Il y a un si très important. Oui. Si vous avez la foi en vos rêves, n'abandonnez pas. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Voilà. Est-ce que moi j'ai quelque chose à dire? Il faut pas discourir après ça, quoi. Il faut rester sur ça. Je te remercie vraiment pour ta générosité. J'espère que les gens auront pu tirer quelques éléments très intéressants. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir. Si je ne prends pas du plaisir à le faire, ça se verrait tout de suite. Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact et je prends du plaisir à apprendre des gens que je reçois. Et avec toi, ce matin, j'ai appris énormément de choses et je te remercie pour ça. J'espère que ce sera pareil pour ceux qui nous ont suivis. Nous sommes à la fin de cet épisode. N'hésitez pas dans les commentaires à donner des avis, à parler ou à revenir sur des points. Comme j'ai dit, les contacts de Oron seront dans la description. Vous allez pouvoir le retrouver sur les réseaux sociaux, son adresse mail et consorts. Contactez-le et surtout contactez de la bonne façon. Sinon, non, faut pas leur faire peur qu'ils contactent déjà et puis on verra. Alors, réel plaisir. Et puis, on se dit rendez-vous dans un nouvel épisode. Allez, Wake Up Champ.